Je suis assise dans une robe de mariée, mais ce n'est pas le mariage que j'ai passé des mois à organiser. Mon nouveau mari se penche et me murmure « Je t'avais dit qu'il ne te méritait pas », et je ne peux m'empêcher de sourire à travers mes larmes. Au fond de l'église, mon ex-fiancé Jake se tient avec son meilleur ami Marcus, tous deux l'air absolument stupéfaits. C'est le mariage qui a lieu exactement 1 an, jour pour jour, après que Jake a annulé notre cérémonie initiale pour aller à Vegas pour l'anniversaire de Marcus. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit. Il s'avère qu'il y avait bien plus que ça derrière cette territoire. Et quand j'ai découvert la vérité, j'ai réalisé que j'avais prévu d'épouser le mauvais frère depuis le début. Vous vous demandez probablement comment diable j'ai atterri ici, à épouser le frère de mon ex-fiancé, et croyez-moi, il y a 1 an, j'aurais aussi pensé que cette histoire était complètement folle. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Sarah et il y a 4 ans, je pensais avoir touché le gros lot en matière de relations quand j'ai rencontré Jake Miller à la pendaison de crémaillère d'un ami commun. Il était magnétique de cette manière désinvolte que certaines personnes ont tout simplement. Le genre de gars qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et devenir immédiatement le centre de l'attention sans même essayer. J'avais 26 ans, je travaillais comme coordinatrice marketing, je vivais dans un studio que j'avais organisé au millimètre près, avec des calendriers à code couleur et des dimanches de préparation de repas. Jake était tout le contraire, spontané, charmant, le type qui prenait des décisions entièrement basées sur ce qui semblait amusant sur le moment. Au début, j'ai trouvé cela rafraîchissant. J'avais passé toute ma vie à être la personne responsable, et Jake me donnait l'impression que je pouvais être spontanée aussi. Mais c'est là que les choses se compliquent. Marcus, le meilleur ami de Jake, était dans sa vie depuis le collège, et leur amitié était intense. Je parle d'appels téléphoniques quotidiens, de sorties hebdomadaires, et Marcus avait un avis sur littéralement tout dans la vie de Jake, y compris moi. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je sortais essentiellement avec Jake et Marcus à la fois, sauf que Marcus avait un droit de veto et que je devais faire toute la charge émotionnelle. Si Marcus voulait faire quelque chose, tout l'emploi du temps de Jake se réorganisait autour de ça. Si Marcus n'aimait pas un restaurant que j'avais choisi pour le dîner, soudainement Jake découvrait qu'il n'était pas vraiment d'humeur pour ce genre de nourriture. Je trouvais des excuses à cette dynamique parce que j'aimais Jake et je croyais sincèrement que sa loyauté envers son meilleur ami n'était qu'une autre qualité admirable chez l'homme que je prévoyais d'épouser. Je me disais que j'étais mature en ne devenant pas jalouse d'une amitié. J'étais la petite amie cool qui comprenait que les hommes ont besoin de leurs potes. Avec le recul, je réalise que j'étais juste la petite amie arrangeante qui avait été entraînée toute sa vie à se faire plus petite pour que les autres puissent se sentir plus grands. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 1 an, et j'étais la planificatrice, l'organisatrice, celle qui gérait toutes les choses ennuyeuses d'adultes pendant que Jake pouvait être le gars amusant et insouciant que tout le monde aimait. Puis, il y avait David. David Miller était le frère aîné de Jake de 3 ans, et si Jake était un feu d'artifice, David était une flamme constante. Là où Jake était tout en éclat et en spontanéité, David était le gars qui arrivait en avance, restait tard et se souvenait de votre anniversaire sans avoir besoin que Facebook le lui rappelle. Honnêtement, quand j'ai rencontré David pour la première fois lors d'un barbecue familial, environ 6 mois après avoir commencé à sortir avec Jake, je l'ai à peine remarqué. Il était poli, posait des questions réfléchies sur mon travail et aidait à débarrasser la table sans qu'on le lui demande. Mais à côté de la personnalité magnétique de Jake, David semblait presque invisible. J'ai honte de l'admettre maintenant, mais je l'ai mentalement classé dans la catégorie « le grand frère ennuyeux de Jake », et je n'y ai pas beaucoup réfléchi au-delà de ça. David travaillait comme comptable, vivait dans la même modeste maison qu'il avait achetée 5 ans plus tôt et conduisait une berline raisonnable qu'il entretenait religieusement. Pendant que Jake racontait des histoires animées qui faisaient rire toute la famille, David s'assurait tranquillement que tout le monde avait à boire et que sa vieille tante avait quelqu'un à qui parler. Je pensais que cela le rendait oubliable. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que David observait tout.
y compris la façon dont son frère me traitait, alors que Jake m'interrompait au milieu d'une phrase ou oubliait de me présenter aux gens lors des réunions de famille. David mettait toujours un point d'honneur à m'inclure dans les conversations et à se souvenir de détails que j'avais mentionnés des mois auparavant. Quand Jake arrivait avec 30 minutes de retard au dîner de famille, sans appeler, David m'envoyait discrètement un texto pour s'assurer que je savais où me garer et qu'il y avait une option végétarienne, puisque Jake avait oublié de mentionner mes restrictions alimentaires. À l'époque, j'appréciais la gentillesse de David, mais la voyais comme de la simple politesse. Je ne comprenais pas qu'il démontrait en fait ce qu'était la considération, quelque chose qui était manifestement absent de ma relation avec son frère. David n'a jamais rien dit de directement critique à propos de Jake. La loyauté familiale était profonde chez les Miller, mais il y avait des moments où je le surprenais à regarder Jake rejeter quelque chose que j'avais dit ou donner la priorité à Marcus sur moi, et je voyais ce subtil raidissement autour de ses yeux. C'était comme s'il voulait dire quelque chose mais se retenait. J'aurais aimé prêter plus d'attention à ces moments, car David voyait les choses clairement bien avant que je ne sois prête à admettre que quelque chose n'allait pas dans ma relation avec Jake. La préparation du mariage aurait dû être notre moment pour rêver ensemble et prendre des décisions en équipe, mais au lieu de cela, c'est devenu un projet solo avec mon nom dessus et le nom de Jake sur les lauriers. Quand nous nous sommes fiancés, Jake était initialement excité, postant des photos de ma bague et parlant de notre grand jour. Mais dès que le vrai travail a commencé, il a semblé développer une allergie soudaine à tout ce qui touchait au mariage. Je prenais des rendez-vous pour déguster des gâteaux et Jake annulait à la dernière minute parce que Marcus avait besoin d'aide pour déménager des meubles. Je réservais des visites de lieux de réception et Jake se présentait avec 20 minutes de retard parce que lui et Marcus s'étaient laissés distraire en jouant aux jeux vidéo. Quand il a fallu choisir entre 2 photographes, Jake m'a dit de choisir celui que tu préfères parce qu'il organisait la soirée de draft de la Ligue de football fantasy de Marcus et ne pouvait pas se concentrer sur des trucs de mariage ennuyeux. Je me suis retrouvée à trouver des excuses aux prestataires pour expliquer pourquoi mon fiancé n'était pas là. Il est tellement occupé par son travail. Il fait entièrement confiance à mon jugement. Il n'est pas vraiment du genre à s'occuper des détails. Le pire, c'était le magasinage de la robe. Ma mère, ma sœur et ma meilleure amie avaient toutes pris congé pour m'accompagner à ce grand moment charnière. Et Jake était censé nous rejoindre après pour le déjeuner pour entendre parler de l'expérience. Il ne s'est jamais présenté. Marcus avait obtenu des billets pour un match de baseball de dernière minute et Jake a choisi ça plutôt que de célébrer le fait que j'avais trouvé la robe de mes rêves. Quand je l'ai appelé, blessé et embarrassé devant ma famille, il a dit que j'étais dramatique et que le mariage n'est que dans un an, alors quelle est si l'urgence? Qu'est-ce? J'ai passé tout le déjeuner à lui trouver des excuses pendant que ma mère me lançait ses regards inquiets qu'elle pensait que je ne voyais pas. Le schéma était si constant qu'il en devenait prévisible. Je m'occupais de chaque décision concernant le mariage, du choix des fleurs à la réservation de l'orchestre en passant par l'adressage des invitations, puis Jake débarquait aux réunions de famille pour accepter les félicitations pour l'organisation d'un si beau mariage. Les gens le louaient d'être un gars si chanceux, d'avoir quelqu'un qui avait tout si parfaitement organisé, et il rayonnait comme s'il avait contribué à autre chose qu'à se présenter pour l'essayage de son smoking, que, d'ailleurs, j'ai dû reporter 3 fois à cause de diverses urgences de Marcus. 3 semaines avant notre mariage, quelque chose a changé chez Jake et je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, mais j'avais l'impression qu'il disparaissait lentement sous mes yeux. Il avait toujours été accro à son téléphone, mais soudain, il le protégeait comme s'il contenait des secrets d'État. Il recevait des textos et retournait immédiatement le téléphone, ou s'isolait dans une autre pièce pour prendre des appels qu'il prétendait être des trucs de travail, même s'il était 10 heures du soir un dimanche. Quand j'entrais dans une pièce, il fermait rapidement ce qu'il regardait sur son ordinateur portable et m'adressait ce faux sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. Le pire, c'est quand il a annulé notre dernière visite du lieu de réception. Vous savez, celle où nous étions censés confirmer la disposition des tables et revoir le déroulement avec notre coordinatrice une dernière fois. Il m'a appelé 2 heures avant que nous devions partir et a dit que Marcus avait une sorte d'urgence familiale et qu'il avait besoin que Jake le conduise quelque part. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, Jake s'est devenu sur la défensive et cassant
disant que j'étais indiscrète et que certaines choses sont privées. J'ai dû appeler notre coordinatrice de mariage et reporter, trouvant une énième excuse pour mon fiancé absent, tout en me demandant secrètement quel genre d'urgence nécessitait spécifiquement Jake et ne pouvait pas attendre 3 heures. Mais le moment qui m'a vraiment fait peur, c'est quand j'ai abordé nos projets de lune de miel. Nous avions réservé un voyage en Italie des mois plus tôt et j'essayais de finaliser nos réservations de dîner et d'excursion d'une journée puisque nous partions 2 jours après le mariage. La réponse de Jake a été de m'agresser comme si je lui avais demandé de donner un rein. « On peut s'occuper de ça plus tard? » « Bon sang, Sarah, tu planifies toujours tout à mort. Est-ce que rien ne peut être spontané? » Quand j'ai fait remarquer que nous partions littéralement en Italie dans moins d'1 mois et que la spontanéité n'était pas vraiment une option pour un voyage international, il a quitté la pièce en trombe en marmonnant quelque chose sur le fait que j'étais impossible à satisfaire. Je suis restée là dans notre cuisine, tenant un guide de voyage et ayant l'impression de parler à un étranger. C'était l'homme qui m'avait demandé en mariage, qui avait passé des mois à dire à tout le monde à quel point il était excité de m'épouser, et soudain, il ne pouvait même pas discuter de notre lune de miel sans agir comme si je le torturais. 2 semaines avant le mariage, j'ai croisé Marcus à l'épicerie, et ce qui aurait dû être une conversation décontractée de 5 minutes s'est transformé en le moment où tout a commencé à s'effilocher. Nous bavardions dans le rayon des céréales quand il a mentionné nonchalamment ses plans pour sa fête d'anniversaire, et j'ai fait un commentaire poli en espérant qu'il passe une excellente célébration. C'est alors que Marcus m'a lancé ce regard étrange et a dit « Oh, tu sais que c'est le même week-end que ton mariage, n'est-ce pas? Jake ne te l'a pas dit? » Mon sang s'est glacé, mais j'ai réussi à garder le sourire et j'ai dit quelque chose de vague comme « Ah oui, bien sûr », pendant que mon cerveau hurlait. Marcus a continué à parler, complètement inconscient du fait qu'il venait de me lâcher une bombe, disant des choses comme « Ouais, c'est vraiment un mauvais timing, mais tu sais comment ça se passe, et je suis sûre que Jake t'a parlé du conflit. » La façon dont il a dit « conflit » m'a retourné l'estomac, comme si c'était un problème établi dont je devrais déjà être au courant. J'ai marmonné quelque chose sur le fait que je devais y aller, et j'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture, les mains tremblantes, alors que j'essayais de digérer ce qui venait de se passer. Le meilleur ami de Jake organisait une fête d'anniversaire le même week-end que notre mariage, et non seulement Jake ne m'en avait jamais parlé, mais Marcus semblait penser qu'il y avait une sorte de conflit à résoudre. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking, fixant mon téléphone et essayant de comprendre comment aborder le sujet avec Jake sans avoir l'air de l'accuser de quoi que ce soit. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que le comportement étrange de Jake récemment, son côté secret, son irritation à propos de la planification du mariage, tout commençait à prendre un sens horrible. Je suis rentrée chez moi avec cette angoisse grandissante dans l'estomac, sachant que lorsque je confronterais Jake à ce sujet, je n'aimerais pas ce que j'allais entendre. Et le plus effrayant, c'est que Marcus avait semblé sincèrement surpris que je ne sois pas déjà au courant de sa fête, comme s'il supposait que Jake aurait discuté de ce conflit avec sa fiancée. Quel genre de conflit pouvait-il bien y avoir entre une fête d'anniversaire et un mariage qui était prévu depuis plus d'1 an? Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai essayé d'aborder la conversation de manière décontractée, mais mon cœur battait la chamade comme si j'étais sur le point de désamorcer une bombe. J'ai attendu que Jake soit détendu sur le canapé, puis je me suis assise à côté de lui et j'ai dit « Hé, j'ai croisé Marcus aujourd'hui et il a mentionné que sa fête d'anniversaire est le même week-end que notre mariage. » Je ne savais pas que les dates se chevauchaient. Le langage corporel de Jake a changé instantanément. Ses épaules se sont tendues, il a cessé de me regarder et il a pris ce ton défensif qu'il utilisait toujours quand il était pris dans quelque chose qu'il ne voulait pas expliquer. Et alors? Les gens ont des anniversaires, Sarah. Ce n'est pas comme s'il l'avait planifié pour te contrarier ou quoi que ce soit. J'ai essayé de rester calme et j'ai dit « Je ne suis pas contrariée par la date de son anniversaire. Je ne savais juste pas qu'une fête était prévue. » Et Marcus semblait penser que vous deux aviez discuté d'une sorte de conflit à ce sujet. C'est là que Jake a vraiment perdu son sang-froid. Il s'est levé du canapé et a commencé à faire les 100 pas dans notre salon, disant des choses comme « Tu es tellement dramatique à ce sujet » et «
Pourquoi essaies-tu toujours de tout contrôler ce que je fais? Quand j'ai fait remarquer que je n'essayais rien de contrôler, que je voulais juste comprendre ce qui se passait, il m'a accusé de l'interroger et a dit que j'étais paranoïaque et jalouse de son amitié avec Marcus. La conversation a tourné en rond pendant 20 minutes. Jake déviant chaque question directe que je posais. Quand j'ai finalement dit « D'accord, donc tu seras à notre mariage, n'est-ce pas? Pas à la fête de Marcus? » La réponse de Jake a été exaspérante. Il a dit « Bien sûr que je serai à notre mariage, bon sang. C'est quoi cette question? » Mais quand j'ai insisté et dit « Donc, tu dis à Marcus que tu ne peux pas aller à sa fête parce que c'est le jour de notre mariage? » Jake est devenu encore plus agité et a dit « Je n'ai jamais dit que j'allais à sa fête au lieu de notre mariage. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. » Remarquez comment il n'a jamais réellement répondu à la question, il n'a cessé d'insister sur le fait que j'étais déraisonnable de même poser la question, comme si vouloir savoir si mon fiancé se présenterait à notre mariage était une sorte de demande scandaleuse. Toute la conversation m'a laissé avec le sentiment d'être folle, comme si j'étais celle qui était déraisonnable de vouloir que mon futur mari donne la priorité à notre mariage, plutôt qu'à la fête d'anniversaire de son meilleur ami. Le dimanche suivant, nous avons dîné chez les parents de Jake, et je me sentais toujours mal à l'aise suite à notre conversation sur la fête de Marcus quand David m'a prise à part dans la cuisine pendant que Jake était dehors à faire des grillades avec son père. David chargeait la vaisselle dans le lave-vaisselle et sans même lever les yeux, il a dit doucement « Sarah, je peux te demander quelque chose? Est-ce que tout va bien avec Jake en ce moment? » J'étais si surprise que quelqu'un d'autre ait remarqué que quelque chose n'allait pas que j'ai failli me mettre à pleurer là, à côté des assiettes sales. David a continué. Je l'ai observé ce soir et il a évité toute mention du mariage. Maman a parlé du dîner de répétition 2 fois et les 2 fois, Jake a immédiatement changé de sujet. Papa l'a interrogé sur la lune de miel et Jake a juste marmonné quelque chose comme « On verra » et s'est éloigné. David m'a finalement regardé directement et son expression était plus sérieuse que je ne l'avais jamais vue. Écoute, je ne veux pas dépasser les bornes, et je sais que Jake c'est mon frère, mais quelque chose me semble très anormal ici. Le mois dernier, chaque fois que quelqu'un parle de votre mariage, Jake quitte la pièce ou se met à parler de quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas un comportement normal pour quelqu'un qui est censé se marier dans moins de 2 semaines. J'ai ressenti une immense vague de soulagement, de ne pas devenir folle, que quelqu'un d'autre ait remarqué ce que je voyais. David s'est séché les mains sur un torchon et a dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai jamais vu Jake agir comme ça pour quelque chose d'important dans sa vie. D'habitude, quand il est excité par quelque chose, on ne peut plus l'arrêter. Mais avec votre mariage, c'est comme s'il prétendait que ça n'arrivait pas. » Il a fait une pause, puis a ajouté « Je suis probablement déplacée en disant ça. Mais si j'étais toi, je voudrais savoir ce qu'il pense vraiment avant de remonter l'allée. Parce que de mon point de vue, on dirait qu'il ne pense pas du tout au mariage. » 5 jours avant notre mariage, Jake est rentré du travail avec une énergie étrange. Ni nerveux, ni désolé, mais presque excité, comme s'il était sur le point d'annoncer une bonne nouvelle. J'étais dans la cuisine en train de finaliser le nombre d'invités pour le traiteur. Quand il est entré, a pris une profonde inspiration et a dit « Sarah, nous devons parler du mariage. Je pense que nous devrions le reporter. » J'ai littéralement arrêté de respirer un instant, certaine d'avoir mal entendu, mais Jake a continué à parler comme s'il discutait de ce qu'on allait manger pour le dîner. Marcus a organisé ce voyage d'anniversaire incroyable à Vegas pour le week-end prochain. Ça va être une énorme célébration avec tous ses amis de fac qui viennent en avion. Et c'est en gros un événement unique dans une vie. Il prépare ça depuis des mois et je ne peux pas laisser tomber mon meilleur ami en le manquant. Je suis restée là, tenant notre décompte final d'invités, fixant cet homme que je pensais connaître, essayant de comprendre ce qu'il disait. Quand j'ai enfin retrouvé ma voix, j'ai demandé « Tu es en train de me dire que tu veux annuler notre mariage pour aller à Vegas pour l'anniversaire de Marcus? » Jake est immédiatement devenu sur la défensive et a dit « Je ne l'annule pas, je le reporte. Il y a une différence. On peut le reprogrammer pour le mois prochain ou quelque chose comme ça. » La manière désinvolte avec laquelle il a dit « le mois prochain » ou quelque chose comme ça,
comme si notre mariage était un rendez-vous chez le dentiste qu'on pouvait simplement déplacer, m'a rendue physiquement malade. Je lui ai demandé s'il comprenait que nous avions 200 invités, que nous perdrions des milliers de dollars d'acompte, que les retouches de ma robe étaient terminées, que les gens avaient pris des congés et réservé des hôtels. La réponse de Jake a été de hausser les épaules et de dire « Ouais, c'est nul pour l'argent, mais Marcus est mon meilleur ami depuis que nous sommes enfants. C'est important pour lui. » Quand j'ai fait remarquer que notre mariage était censé être important pour lui aussi, il a dit « Bien sûr que ça l'est, mais on peut se marier n'importe quand. Ce truc à Vegas est un événement spécifique que je ne peux pas manquer. » La façon dont il a dit « on peut se marier n'importe quand », comme si c'était juste une chose aléatoire que nous finirions par faire, a été le moment où j'ai réalisé que cet homme n'avait jamais vraiment voulu m'épouser. Il voulait l'idée de se marier, l'attention et les félicitations, mais pas l'engagement ou le partenariat réel qui allait avec. Les jours suivants ont été les pires de ma vie, et Jake a agi comme si je faisais une sorte de crise de nerfs irrationnelle pour un inconvénient mineur. Pendant que je pleurais et que j'essayais de trouver comment dire à mes parents que le mariage de leur fille était annulé, Jake était dans notre chambre en train de faire ses valises pour Vegas et de fredonner. Il fredonnait vraiment. Quand je lui ai demandé de m'aider à appeler les prestataires pour tout annuler, il a dit « Je suis très occupé à me préparer pour ce voyage, et honnêtement, tu es meilleur que moi pour gérer ce genre de choses de toute façon. » Quand je me suis remise à pleurer, il a eu l'audace de me dire que j'étais trop émotive et que ce n'est pas comme si quelqu'un était mort. Le pire, c'était à quel point il semblait excité par Vegas. Il n'arrêtait pas de recevoir des textos de Marcus et des autres gars à propos de leurs plans. Et je pouvais le voir sourire et taper des réponses enthousiastes pendant que j'étais au téléphone avec notre fleuriste, essayant d'expliquer pourquoi nous n'aurions plus besoin de 300 $ de centre de table. J'ai dû appeler notre photographe, notre DJ, notre traiteur, la coordinatrice du lieu de réception et chaque membre de notre cortège pour leur dire que le mariage était annulé. J'ai dû appeler mon patron pour expliquer pourquoi je n'avais soudainement plus besoin des congés que j'avais demandés. J'ai dû appeler la grand-mère de Jake pour lui annoncer la nouvelle avant qu'elle ne se présente à l'église le samedi matin. Chaque conversation était humiliante et déchirante, surtout quand les gens demandaient ce qui s'était passé et que je devais expliquer que mon fiancé avait choisi la fête d'anniversaire de son meilleur ami plutôt que notre mariage. Jake est parti pour Vegas le jeudi matin, la veille de ce qui aurait dû être notre dîner de répétition, et son au revoir a été un à dimanche désinvolte, comme s'il partait pour une conférence professionnelle. Il n'a pas aidé pour un seul appel d'annulation. Il ne m'a pas réconforté quand j'ai pleuré. Il ne semblait ressentir aucune culpabilité ni tristesse pour ce que nous perdions. Au contraire, il semblait soulagé, comme si un énorme fardeau lui avait été enlevé. J'ai passé la nuit de jeudi seule dans notre appartement, entourée de cadeaux de mariage qui devaient être retournés et d'une robe suspendue dans notre placard que je ne porterai jamais, comprenant enfin que Jake n'avait jamais voulu m'épouser. Il s'était juste laissé emporter par l'idée d'un mariage et avait paniqué quand c'est devenu réel. Le vendredi après-midi, alors que j'étais assise sur le sol de mon salon, entourée de cadeaux de mariage et d'une liste de numéros de téléphone de prestataires, on a frappé à ma porte. Je m'attendais à ce que ce soit ma mère ou ma sœur venant prendre de mes nouvelles, mais quand j'ai ouvert, David était là avec du café et une boîte de mouchoirs, l'air absolument furieux d'une manière que je ne lui avais jamais vue. « J'ai entendu ce que Jake a fait, » a-t-il dit, et sa voix était tendue de colère. « Je suis venue aider pour tout ce dont tu as besoin. » Je me suis remise à pleurer rien que par sa gentillesse, et David est entré, a jeté un œil au chaos de mon appartement et a immédiatement retroussé ses manches. Pendant les 6 heures suivantes, David m'a aidé à passer les appels d'annulation. Et je l'ai regardé gérer les prestataires avec un professionnalisme et une courtoisie que Jake n'avait jamais montré à quiconque dans le secteur des services. Lorsque notre traiteur a essayé de conserver l'intégralité de notre acompte malgré l'annulation de dernière minute, David a négocié calmement jusqu'à ce qu'ils acceptent d'en rembourser la moitié. Lorsque notre DJ a été impoli au sujet du désagrément, David lui a fermement mais poliment rappelé que nous faisions face à une urgence familiale et a demandé sa compassion. Il a organisé tous les cadeaux de mariage en catégorie pour les retours, m'a aidé à rédiger un message à envoyer à nos invités et a même appelé ses propres parents pour expliquer la situation afin que je n'aie pas à affronter cette conversation seule. Mais ce qui m'a le plus frappé,
C'est à quel point David était en colère pour moi. À un moment donné, alors que nous emballions des vases en cristal, il a dit « J'ai tellement honte de mon frère en ce moment. Ce qu'il t'a fait est impardonnable, et je veux que tu saches que ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien, c'est parce que Jake est trop immature et égoïste pour reconnaître ce qu'il avait. » David était resté jusqu'à presque minuit, et quand il s'est finalement préparé à partir, il s'est tourné vers moi et a dit « Jake va revenir de Vegas en s'attendant à ce que tu lui pardonnes et que tu passes à autre chose comme si de rien n'était. S'il te plaît, ne le laisse pas te convaincre que c'est normal ou acceptable, parce que ça ne l'est pas. » Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'impression que quelqu'un était vraiment de mon côté, quelqu'un qui comprenait que ce que Jake avait fait n'était pas seulement un malheureux conflit d'horaires, mais une trahison fondamentale de tout ce qu'un partenariat devrait être. Samedi soir, ce qui aurait dû être ma nuit de noces, je mangeais de la glace pour évacuer mon stress et je faisais défiler Instagram sans réfléchir quand j'ai vu une story qui m'a glacé le sang. Elle avait été postée par un des amis de fac de Marcus et la légende disait « Le meilleur enterrement de vie de garçon de tous les temps. Je n'arrive pas à croire que Marcus ait gardé ce secret de fiançailles pendant 6 mois. » La vidéo montrait Marcus et Jake dans un restaurant chic de Vegas, portant tous les deux des t-shirts assortis, le marié et le témoin, avec Marcus levant une flûte de champagne et Jake faisant un discours sur la fraternité et la loyauté. Je l'ai regardé 3 fois avant que toute l'horreur de ce que je voyais ne s'installe. Ce n'était pas la fête d'anniversaire de Marcus, c'était l'enterrement de vie de garçon de Marcus. Marcus était fiancé depuis 6 mois, et Jake était son témoin. Jake avait su tout cela depuis le début et m'avait menti en face sur la vraie nature du voyage à Vegas. J'ai commencé à vérifier frénétiquement d'autres comptes de médias sociaux. Et les preuves étaient partout. Des photos des gars dans un club de striptease, avec des bannières, le dernier week-end de liberté de Marcus, des vidéos d'eux à une table de poker avec Jake, organisant une sorte de concours de discours de témoins, des photos de Marcus portant une écharpe futur mari, pendant que Jake se tenait à côté de lui, souriant comme un idiot. La chronologie m'a rendu physiquement malade. Marcus s'était fiancé il y a 6 mois, ce qui signifiait que Jake était au courant de l'enterrement de vie de garçon. Quand nous avons envoyé nos save the dates, il le savait quand nous avons réservé notre lieu de réception. Il le savait quand j'essayais des robes de mariée et que je pleurais parce qu'il n'était pas là pour me soutenir. Jake n'avait pas seulement choisi l'anniversaire de son meilleur ami plutôt que notre mariage. Il avait choisi d'être le témoin de Marcus au lieu d'être mon mari, et il avait menti à ce sujet pendant des mois. Chaque excuse qu'il avait inventée, chaque fois qu'il m'avait traité de dramatique pour avoir posé des questions, chaque moment où il m'avait fait sentir folle de pressentir que quelque chose n'allait pas, tout ça parce qu'il cachait le fait qu'il s'était déjà engagé à participer au mariage de quelqu'un d'autre le jour de notre mariage. La trahison était si complète et si calculée que j'ai éclaté de rire, un rire hystérique et amer qui m'a un peu effrayée. J'avais planifié un mariage avec un homme qui prévoyait secrètement de participer à un autre mariage le même week-end, et il avait le culot de faire comme si j'étais déraisonnable quand j'ai découvert le conflit. Jake s'est rentré le dimanche soir en agissant comme s'il revenait d'un voyage d'affaires normal, passant la porte avec son bronzage de Vegas et un « Salut bébé, je t'ai manqué ?» comme si toute notre relation ne venait pas d'imploser. Quand je l'ai confronté avec les publications et les vidéos Instagram de l'enterrement de vie de garçon de Marcus, la réaction de Jake a été de passer immédiatement à l'offensive et de m'accuser de « stalker » ses réseaux sociaux et d'essayer d'espionner son temps privé avec ses amis. Il a vraiment eu le culot de dire « C'est vraiment glauque que tu fasses des captures d'écran des publications de mes amis. Sarah, ce n'est pas un comportement normal. » Quand j'ai fait remarquer qu'il m'avait menti pendant des mois sur la vraie nature du voyage à Vegas, Jake a levé les yeux au ciel et a dit « Je ne t'ai jamais menti. J'ai dit que c'était la célébration de l'anniversaire de Marcus, et c'était le cas. Son anniversaire tombe le même week-end que son enterrement de vie de garçon. Je ne pensais pas avoir besoin de te donner un itinéraire minute par minute. » Le gaslighting était si flagrant que c'en était presque impressionnant. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas simplement pu me dire la vérité sur le fait d'être le témoin de Marcus, Jake a dit « Parce que je savais que tu réagirais exactement comme ça, toute dramatique et jalouse. Tu ne comprendrais pas le genre de loyauté que Marcus et moi avons. Nous sommes les meilleurs amis du monde depuis que nous avons 12 ans. Ce lien est sacré. »
Quand j'ai dit « Et le lien que nous sommes censés avoir en tant que mari et femme », Jake a carrément ri et a dit « Nous ne sommes pas encore mari et femme, n'est-ce pas? » Et honnêtement, après avoir vu comment tu as géré toute cette situation, je commence à me demander si tu es assez mature pour le mariage. La façon dont il a transformé ma colère tout à fait raisonnable face à sa tromperie en une preuve que j'étais en quelque sorte déficiente en tant que partenaire était d'une cruauté à couper le souffle. Jake a passé l'heure suivante à m'expliquer comment les mariages vont et viennent, mais que les amitiés comme la sienne avec Marcus sont uniques dans une vie et que si je l'aimais vraiment, je comprendrais que sa loyauté envers Marcus devait passer en premier. Il s'attendait en fait à ce que je m'excuse d'être contrariée qu'il ait choisi le mariage d'un autre homme plutôt que le nôtre, puis qu'il ait menti à ce sujet pendant des mois. Après que Jake eut terminé son discours sur la loyauté et les amitiés sacrées, il s'est assis à notre table de cuisine et a dit « D'accord, maintenant que nous avons clarifié les choses à propos de ce malentendu, quand veux-tu reprogrammer le mariage? Je pense que peut-être octobre serait bien. Les couleurs d'automne, un temps plus frais, moins cher puisque ce n'est pas la haute saison des mariages. » Je l'ai regardé avec une incrédulité totale. Réalisant que dans l'esprit de Jake, nous venions d'avoir un désaccord mineur qui pouvait être résolu, en choisissant une nouvelle date et en passant à autre chose. Quand je lui ai dit que je n'étais pas intéressée par la reprogrammation de quoi que ce soit tant que nous n'aurions pas abordé les problèmes fondamentaux de notre relation, l'expression de Jake est passée de confuse à agacée. Quels problèmes fondamentaux? Sarah, tu en fais une affaire beaucoup plus grosse que nécessaire. Marcus est marié maintenant, donc il n'y aura plus de conflit. Nous pouvons avoir notre mariage et tout le monde est gagnant. Quand j'ai expliqué que le problème n'était pas le conflit d'horaire mais les mois de mensonges, la priorisation de Marcus sur moi et le manque total de respect pour notre relation, Jake a pris ce ton condescendant qu'il utilisait toujours quand il pensait que j'étais irrationnelle. Il a dit « Tu es vraiment égoïste en ce moment. La famille est censée être compréhensive et solidaire, pas vindicative. J'ai fait une erreur, et tu agis comme si je t'avais trompé ou quelque chose du genre. » Le mot « famille » m'a frappé comme une gifle car il a cristallisé tout ce qui n'allait pas avec la perspective de Jake. Il s'attendait à ce que je lui donne une compréhension et un soutien inconditionnel comme un membre de la famille, mais il ne m'avait jamais accordé la même considération. Quand je lui ai dit que notre relation était censée être un partenariat où nous nous donnions la priorité mutuellement, pas une hiérarchie où je passais toujours après Marcus, Jake a carrément levé les yeux au ciel et a dit « Mon Dieu, tu es si nécessiteuse, pourquoi tout doit-il tourner autour de toi? Tu ne peux pas simplement être heureuse que je veuille t'épouser tout court. » C'est là que ça m'a frappé comme un train de marchandises. Jake ne voulait pas m'épouser parce qu'il m'aimait ou me voyait comme sa partenaire de vie. Il voulait m'épouser parce que j'étais pratique, parce que je gérais toutes les parties ennuyeuses de la vie d'adulte pour lui, parce que je lui rendais la vie plus facile sans demander grand-chose en retour. J'avais planifié un avenir avec quelqu'un qui me voyait comme un personnage secondaire dans sa propre histoire, pas comme une partenaire égale dans la construction de quelque chose ensemble. Après avoir dit à Jake que j'avais besoin de temps pour réfléchir à notre relation, il est retourné vivre temporairement chez ses parents et David est devenu ma bouée de sauvetage inattendue pendant la période la plus difficile de ma vie. Cela a commencé assez innocemment. David m'envoyait des textos pour prendre de mes nouvelles, m'apportait des courses quand j'étais trop déprimée pour quitter l'appartement et m'aidait à naviguer dans le processus compliqué de démêler une vie partagée avec son frère. Mais quelque part entre le moment où David m'a aidé à changer mon bail pour enlever le nom de Jake et celui où il est arrivé avec de la soupe quand j'avais la grippe, j'ai commencé à remarquer des choses chez lui auxquelles j'avais été aveugle pendant 4 ans. David se souvenait que j'aimais mon café avec du lait d'avoine, pas du lait ordinaire. Il écoutait vraiment quand je parlais de mon travail et me demandait des nouvelles de ce projet difficile quelques jours plus tard. Quand j'ai mentionné que je voulais essayer un nouveau sentier de randonnée, David a recherché les meilleurs itinéraires et a proposé de m'accompagner pour ma sécurité. Ce n'était pas de grands gestes romantiques, c'était de simples actes de considération que Jake ne m'avait jamais montrés en 4 ans ensemble. David me traitait comme si mes pensées et mes sentiments comptaient, comme si mon temps était précieux, comme si j'étais une personne digne d'efforts et d'attention. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble et je me suis surprise à attendre nos conversations
avec une impatience qui m'étonnait. David était drôle de cette manière calme et observatrice que je n'avais jamais appréciée auparavant. Il avait des opinions sur les livres, les films et la politique qui allaient au-delà de la surface. Il me posait des questions sur mes rêves et semblait vraiment intéressé par les réponses. Un soir, après avoir passé 3 heures à parler sur mon canapé de tout, de nos peurs d'enfance à nos objectifs de carrière, David m'a regardé et a dit « Tu sais, je me suis toujours demandé à quoi pensait Jake. En te prenant pour acquise comme il le faisait, si j'avais quelqu'un comme toi dans ma vie, je n'arrêterais jamais d'essayer de te mériter. » C'est là que j'ai réalisé que ce que je ressentais n'était pas seulement de la gratitude pour la gentillesse de David pendant une période difficile. C'était une véritable attirance romantique pour un homme qui me voyait comme une partenaire égale, digne d'investissement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai compris ce que c'était que d'être vraiment apprécié par quelqu'un, et c'était enivrant. 3 mois après que David et moi ayons commencé à sortir ensemble, Jake a appris notre relation par un ami commun et a soudainement décidé qu'il voulait se battre pour notre amour. Vous savez, le même amour qu'il avait nonchalamment jeté pour un enterrement de vie de garçon à Vegas. Jake s'est présenté à mon appartement sans prévenir avec des fleurs et tout un discours sur le fait qu'il avait eu le temps de réfléchir et réalisé qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Il a promis qu'il avait changé, qu'il comprenait maintenant à quel point je comptais pour lui, et que si je lui donnais une autre chance, il prouverait que j'étais sa priorité. Quand je lui ai dit que j'étais heureuse avec David et que c'était fini entre nous, son masque est complètement tombé et il s'est mis à hurler que David avait volé sa fiancée et m'avait manipulée pendant que j'étais vulnérable. Selon Jake, David avait orchestré toute notre relation comme une sorte de complot de vengeance contre son frère, car apparemment, dans l'esprit de Jake, je n'aurais pas pu choisir David pour ses propres mérites. Jake a carrément dit « Il attend depuis des années de fondre sur moi et de prendre ce qui est à moi, et tu es trop naïve pour le voir. » Quand j'ai fait remarquer que je n'étais la propriété de personne à voler, Jake a basculé dans la manipulation émotionnelle. Pleurant sur le fait que notre famille était en train d'être détruite et comment je pouvais lui faire ça avec son propre frère. La véritable explosion est survenue lorsque Jake a présenté son récit de victime à ses parents, se dépeignant comme le fiancé au cœur brisé dont le frère l'avait trahi en séduisant sa petite amie pendant une période de vulnérabilité. Jake a commodément omis la partie où il annulait notre mariage pour l'enterrement de vie de garçon d'un autre homme, racontant plutôt à tout le monde que nous avions eu un petit désaccord sur le timing et que David avait profité de notre rupture temporaire. Pendant un court instant, les parents de Jake ont cru à sa version des faits et ont été froids avec David et moi lors des réunions de famille. Mais David, étant l'homme intègre qu'il est, s'est assis avec ses parents et a calmement expliqué la vérité sur ce que Jake avait fait, leur montrant les publications des médias sociaux de l'enterrement de vie de garçon de Marcus et la chronologie des événements. Voir le récit de victime soigneusement construit de Jake s'effondrer face aux faits réels a été profondément satisfaisant, surtout quand sa propre mère l'a regardé et a dit « Jacob, tu as choisi le mariage d'un autre homme plutôt que le tien. Comment t'attendais-tu à ce que cela se termine? » Initialement, les parents de Jake se sont ralliés à leur fils cadet, car sa version des faits le faisait passer pour la victime d'une cruelle trahison, plutôt que pour l'architecte de la destruction de sa propre relation. La mère de Jake m'a même appelé pour me dire qu'elle était déçue de ma décision de renoncer si facilement à la relation et qu'elle pensait que j'aurais dû être plus compréhensive quant au besoin de Jake de soutenir son meilleur ami pendant un moment important de la vie de Marcus. Elle a suggéré que le véritable amour signifiait surmonter les difficultés plutôt que de courir vers quelqu'un d'autre dès que les choses deviennent difficiles. Ce qui était ironique venant de la part de quelqu'un dont le fils avait littéralement couru à Vegas dès que notre relation a exigé un véritable engagement. Le père de Jake était moins direct, mais faisait des commentaires pointus lors des réunions de famille sur la loyauté et le pardon qui était clairement dirigé contre moi et David. Pendant environ 1 mois, les dîners de famille étaient incroyablement gênants. Avec Jake, se prélassant dans la sympathie de ses parents, tandis que David et moi étions traités comme si nous avions commis une sorte de crime moral contre l'unité familiale. Mais ensuite, la tante de David,
qui avait suivi toute l'affaire, a posé quelques questions pointues sur la chronologie des événements, et l'histoire de Jake a commencé à s'effondrer sous l'examen. Lorsque la mère de Jake a appris que Marcus était fiancé depuis 6 mois avant la date de notre mariage, elle a commencé à se demander pourquoi Jake n'avait pas mentionné ce détail important plus tôt. Quand elle a découvert que Jake avait été le témoin de Marcus lors d'une cérémonie de mariage complète le jour même où il était censé m'épouser, son ton a complètement changé. Le coup de grâce est venu lorsque le père de Jake a découvert que Jake avait dépensé plus de 3 000 $ pour l'enterrement de vie de garçon de Marcus, de l'argent provenant du fonds de mariage que Jake et moi avions constitué ensemble, tout en me disant que nous devions réduire les coûts pour notre propre célébration. Soudain, les parents de Jake posaient des questions beaucoup plus difficiles sur les priorités et la prise de décision de leur fils. Et les tentatives de Jake de se présenter comme la victime incomprise ont commencé à paraître pathétiques plutôt que sympathiques. La mère de Jake m'a finalement prise à part et s'est excusée, disant qu'elle avait vu cette situation avec des yeux de mère plutôt qu'avec des yeux de femme, et qu'elle commençait à comprendre que le schéma de Jake de faire passer Marcus avant tout le monde, y compris sa propre fiancée, était profondément problématique et n'était pas quelque chose qu'une femme devrait avoir à tolérer. Exactement 1 an après que Jake ait annulé notre mariage, David et moi dînions tranquillement à la maison quand il s'est levé pour débarrasser la table et a dit « Sarah, j'ai quelque chose à te demander, et je veux que tu saches qu'il n'y a aucune pression ni aucun calendrier ici. Je veux juste que tu saches ce que je ressens. » Il s'est rassis en face de moi, a pris mes mains et a dit « Cette dernière année avec toi m'a montré ce qu'est réellement un partenariat, et je ne peux pas imaginer construire une vie avec quelqu'un d'autre. J'aime comment tu ris devant les mauvais films. J'aime comment tu te souviens des anniversaires de tout le monde. J'aime comment tu n'abandonnes jamais les gens que tu aimes, même quand ils ne le méritent pas. J'aime ta force, ta gentillesse et la façon dont tu me donnes envie d'être une meilleure personne chaque jour. » Puis David a sorti une bague simple et élégante, rien de tape à l'œil ou conçue pour Instagram, juste belle et parfaitement adaptée à qui je suis vraiment, et a dit « Je sais que l'idée du mariage peut être compliquée pour toi après tout ce que tu as traversé, et nous pouvons prendre tout le temps dont tu as besoin, mais je veux que tu saches que si tu veux de moi, je promets d'être là pour toi chaque jour, de donner la priorité à notre relation par-dessus tout et de ne jamais te faire douter de ton importance pour moi. » C'était tout ce que la demande en mariage de Jake n'avait pas été, calme, sincère et entièrement axée sur notre relation plutôt que sur la performance de la romance. Quand j'ai dit oui, le visage de David s'est illuminé d'une joie pure qui m'a fait réaliser que je n'avais jamais vu Jake me regarder de cette façon, même pas quand il m'avait demandé en mariage. Nous avons parlé pendant des heures de ce que nous voulions que notre mariage soit. Et quand David a suggéré que nous pourrions nous marier à l'anniversaire de mon mariage annulé, j'ai su que c'était parfait. Réapproprions-nous cette date, a-t-il dit. Faisons-en le meilleur jour de ta vie au lieu du pire. L'idée d'épouser David le jour exact où Jake avait choisi Marcus plutôt que moi ressemblait à une justice poétique. La preuve que parfois, la pire chose qui vous arrive ouvre la voie à la meilleure chose qui puisse jamais vous arriver. Le jour de notre mariage a été absolument parfait. Et le fait qu'il ait eu lieu dans le même endroit où Jake était censé m'épouser l'a rendu encore plus significatif, comme si nous effacions sa trahison pour la remplacer par quelque chose de réel et de magnifique. David et moi avions tout planifié ensemble cette fois, des fleurs à la musique en passant par le menu, et cela ressemblait à un véritable partenariat plutôt qu'à un projet solo. Quand j'ai remonté l'allée et que j'ai vu David m'attendre, son visage rayonnait d'une joie et d'un amour si sincère que ça m'a coupé le souffle. Pendant notre cérémonie, je n'arrêtais pas de penser à quel point c'était différent de ce qu'aurait été mon mariage avec Jake. Il n'y avait pas d'anxiété, pas de questionnement sur la volonté du marié d'être là, pas de Marcus rôdant en arrière-plan prêt à tout faire dérailler. Juste 2 personnes qui étaient absolument certaines de vouloir construire une vie ensemble. Mais la vraie vengeance est venue lorsque Jake et Marcus se sont présentés pendant notre cocktail, pensant apparemment qu'ils pourraient provoquer une sorte de scène dramatique. Je les ai vus par la fenêtre, tous 2 habillés comme s'ils allaient en boîte de nuit plutôt qu'à un mariage.
Et Jake avait cette expression suffisante comme s'il était sur le point de prouver quelque chose. Quand ils sont entrés dans notre réception, toute la salle est devenue silencieuse, et j'ai regardé le visage de Jake changer alors qu'il observait la scène, moi riant avec mon nouveau mari, nos familles se mélangeant joyeusement, tout le monde célébrant un amour authentique, sain et construit sur le respect mutuel. David est immédiatement venu se tenir à mes côtés, ni possessif ni agressif, juste pour me soutenir, et a dit doucement « Veux-tu que je leur demande de partir ?» Mais j'ai réalisé que je n'avais pas besoin qu'ils partent, car voir le visage de Jake alors qu'il me regardait, être sincèrement heureuse avec quelqu'un qui m'appréciait vraiment, était la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vécue. Jake a regardé notre mariage, les mêmes fleurs, le même lieu, beaucoup des mêmes invités qui auraient été à notre mariage, et on pouvait le voir réaliser que c'est ce que notre journée aurait pu être s'il avait été capable de me faire passer en premier. Marcus a en fait essayé de faire partir Jake, clairement mal à l'aise de voir à quel point ils avaient l'air pathétiques tous les deux. Mais Jake est resté là pendant près de 10 minutes à nous regarder danser, David et moi, et j'ai pu voir dans ses yeux qu'il comprenait enfin ce qu'il avait jeté. En repensant à tout cela maintenant, 2 ans après mon mariage avec David, je peux honnêtement dire que l'annulation de notre mariage par Jake a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, même si à l'époque, cela semblait être la pire. Ma vie avec David est tout ce que ma vie avec Jake n'aurait jamais pu être. Nous prenons des décisions ensemble. Nous nous donnons la priorité, et je n'ai jamais à me demander si je suis en compétition avec son meilleur ami pour son attention et sa loyauté. David se souvient de nos anniversaires. Il est là quand il dit qu'il le sera, et il traite notre relation comme le partenariat sacré qu'elle est censée être. Quand je pense à ce à quoi ma vie aurait ressemblé si j'avais effectivement épousé Jake, je suis physiquement malade à l'idée de m'imaginer dans 10 ans, trouvant encore des excuses pour son comportement, passant toujours après Marcus, faisant encore toute la charge émotionnelle pendant que Jake récoltait tous les lauriers. J'aurais passé mon mariage à être l'épouse compréhensive, qui ne se plaignait jamais lorsque son mari choisissait son meilleur ami plutôt que leurs vacances en famille, leur dîner d'anniversaire ou les événements scolaires de leurs enfants. J'ai appris à reconnaître ma propre valeur maintenant, et je suis devenue très douée pour fixer des limites avec les gens qui essaient de profiter de ma personnalité naturellement accommodante. Je ne me fais plus petite pour que les autres puissent se sentir plus grands, et je ne m'excuse pas d'attendre un respect et une considération de base de la part des gens dans ma vie. Le plus drôle, c'est que Jake essaie encore de temps en temps de me contacter, généralement quand il a bu quelques verres, m'envoyant des messages sur la façon dont j'ai ruiné notre famille, en choisissant David plutôt que lui. Mais voilà le truc. Jake n'a jamais voulu de famille avec moi. Il voulait une assistante personnelle qui coucherait aussi avec lui et ne se plaindrait jamais d'être traité comme une chose secondaire. David voulait une épouse, une partenaire, une égale, et c'est exactement ce qu'il a eu. Alors dites-moi, moi, suis-je allé trop loin en épousant le frère de mon ex-fiancé ou aurais-je dû le faire plus tôt? Parce que honnêtement, je pense que David et moi avons perdu trop de temps à prétendre que Jake méritait un jour la loyauté de l'un ou de l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, car je suis curieuse de savoir si vous auriez géré cette situation différemment de moi.